Aujourd'hui, pour Slash Culture, je me trouve au Casino Théâtre du Locle. Et ensemble, on va aller à la rencontre de Stéphane de Grotte. Suivez-moi. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Tu as été pilote automobile justement entre 85 et 2000 et après cela, tu t'es tourné vers la comédie. Comment cette transition s'est opérée? En fait, j'ai toujours été les deux. Je pense qu'adolescent, j'étais pilote dans ma tête et j'étais comédien dans ma tête. Et j'ai toujours fait les deux. Je trouve que j'ai commencé par le pilotage. Ouais. Le week-end, je faisais des courses de voitures. Et la semaine, je faisais de l'impro. Je faisais du théâtre en amateur. Et jusqu'à les années 2000, j'ai arrêté la course en 2000. Et je me suis consacré à ce métier de comédien. Et en gros, oui, j'ai toujours fait les deux parce que j'avais l'impression que c'était un peu pareil quelque part. Il y avait une scène, il y avait un public, il y avait un spectacle, il y avait de l'excitation, de l'adrénaline au litre, Oui. un costume, un habit de lumière. Donc voilà, ça a toujours été les deux. Il n'y a pas eu vraiment de transition. Et tu as pris des cours de théâtre ou tu as suivi une formation spécifique? Non. Non. Chaque soir, sur scène, c'est un cours de plus. J'ai l'impression de passer d'une classe à chaque fois que je fais un nouveau projet. Ok, ouais. Et en parlant de projet, comment t'es venu l'envie d'écrire? C'était pas une envie, c'était presque un besoin. Très tôt aussi, j'avais besoin de formuler de formuler des pensées, de traduire ce que j'imaginais à l'écrit. J'avais pas beaucoup de facilité à l'oral. Je cherchais mes mots, je bégayais, enfin c'est pas encore tout à fait gagné, hein, mais... Et du coup, je me sentais un peu plus à l'aise à l'écrit, donc très vite, j'ai commencé à utiliser ça comme un outil de communication. Et justement, alors t'es plutôt de la team, de l'équipe, on va dire, prise de notes sur un carnet à l'ancienne, ou t'es plutôt prise de notes sur ton téléphone? J'ai mon téléphone, je note sans arrêt des trucs, puis je note des notes pour pas oublier mes notes. Donc j'ai un petit problème d'organisation. Ouais. Et les jeux de mots, ça devient spontanément ou est-ce que tu as une recette pour justement les mijoter? Je pense que c'est mon cerveau malade qui associe des sons, des sens. J'ai appris ça en fait en faisant de l'impro pendant 5-6 ans, à matcher les mots, les correspondances de l'un avec l'autre, de les marier, de les fiancer, de les bousculer. C'est venu avec le temps. C'était pas un truc que j'avais de manière innée, mais c'est venu comme ça naturellement. Alors on va parler de Raymond DeVos. Oui. Quelques minutes. Quel est ton rapport avec ce grand monsieur? Je l'ai lu il y a plusieurs années, justement, l'intégrale de Raymond DeVos. Et il y a une de tes chroniques, j'étais aux figures de préface. Et je voulais justement ton retour. Que symbolise Raymond DeVos pour toi? Au début, quand j'étais adolescent, je comprenais pas bien. C'était pas trop mon univers. Je comprenais pas, en fait. J'étais trop petit. J'étais pas initié. Et j'étais voir un spectacle de Vos. Mes parents m'ont amené quand j'étais assez petit le voir. Rien, c'est pas rien, la preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, 2 fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris son univers, ce qu'il nous disait, comment il nous le disait. Et c'est dans un deuxième temps que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce qu'il était et ce qu'il faisait de singulier, de tout à fait hors norme. Donc oui, c'est incroyable. L'univers de DeVos, c'est incroyable. D'ailleurs, en 2014, tu as reçu le prix Raymond DeVos. Oui. Ça t'a fait quoi, justement, quand tu l'as... J'étais très flatté, j'étais très fier. La même année, j'ai été nommé chevalier des arts et lettres. Et moi qui n'ai jamais eu aucune récompense, entre guillemets, académique à l'école, et là, comme j'étais un cancre absolu, d'avoir le prix Raymond DeVos pour l'écriture, d'être chevalier des arts et lettres par la France, remis ça par la France alors que je maîtrisais pas bien le français quand j'étais à l'école, que je sais toujours pas ce que c'est que
qu'un attribut. Enfin, la grammaire, la conjugaison, pour moi, c'est très étrange. Donc, c'est vraiment à l'instinct. Et d'être compensé comme ça, j'étais très fier, ouais. Je suis toujours d'ailleurs. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. Selon toi, de quoi a-t-on besoin pour faire un bon voyage en Alpes sur 10 ? On a besoin de pas grand-chose, si ce n'est son imagination, ce qui est déjà beaucoup. L'imagination, ça se développe, ça se découvre. Il faut créer des portes dans son cerveau, il faut se créer des clés et ouvrir toutes ces portes. Puis après, le voyage, il promet d'être long et merveilleux. Il faut utiliser son imaginaire comme un passeport qui nous permet d'aller partout, en fait. D'ailleurs, j'ai énormément apprécié tes livres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, justement ? Alors, je suis en train d'écrire une autobiographie Ok. qui sortira dans 1 an. Et je suis en plein dedans, là, donc c'est un exercice assez particulier de se livrer, mais j'aime assez bien l'exercice, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, puis j'ai trouvé un petit fil, puis maintenant je détricote, et j'aime bien ça, ouais. Et au niveau de tes lectures, quel style de livre tu apprécies ? Au risque de surprendre, je ne lis pas énormément, en fait, et déjà j'ai pas beaucoup de temps. Quand j'ai du temps, je le consacre à d'autres choses. Je lis en vacances, c'est très varié, ça peut être un livre de Sylvain Tesson, parce que j'adore sa poésie. Le dernier livre là, le livre qui est sur ma table de chevet, c'est un livre de Fab Caro, qui avait écrit Le Discours. C'est un auteur qui est très très drôle, donc je prends beaucoup de plaisir avec des auteurs comme ça. Et ça peut être aussi vraiment un livre de chevet, comme on appelle ça. C'est un livre qui s'appelle L'éloge du risque de Anne de Formentel. Et il y a une ironie assez particulière, assez cruelle là-dedans, c'est que elle décrit la notion du risque, et elle-même a pris le risque d'aller sauver des enfants de la noyade au bord de la mer, et c'est elle qui s'est noyée. Donc, ouais, je trouve ça assez. Voilà, ce bouquin m'a beaucoup touché. On va parler de théâtre maintenant. Te souviens-tu de ta première fois sur scène ? Tu t'es comment ? Je crois que je me souviens plus de la dernière fois que de la première fois. Ah ouais ? Oui, parce qu'il y a eu plein de premières fois. Oui. C'était des fausses scènes, c'était un vrai public, quoique, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc il y a eu beaucoup de premières fois, il y a eu beaucoup d'essais. Est-ce qu'il y a une scène justement qui t'a marqué ? Ou un personnage ? Non, tous les projets de théâtre m'ont marqué. J'ai envie de vous dire que la première fois que je suis monté sur scène, c'est en fait pour moi tous les soirs ce sont des premières fois. Mais vraiment, c'est pas pour faire un mou, mais il y a une, enfin j'espère en tout cas avoir une fraîcheur et une excitation intacte chaque soir. Et quel est ton état d'esprit aujourd'hui quand tu montes sur scène ? Il t'arrive encore de stresser ? Bien sûr, mais doublement là, puisque je suis l'auteur de la pièce, donc je suis très curieux, sensible à l'idée de découvrir ce que le public va penser de mon écriture, de voir comment j'appelle ça mes acteurs, mes comédiens, mes comédiennes sur scène, comment ils vont balancer le texte, comment les gens vont réagir à ce qu'ils disent. Je suis très excité et ça m'emplit de bonheur quand je vois le public réagir à ce qu'ils disent, parce que ils ont leur récompense directement du public. Donc c'est très gratifiant, c'est très excitant d'écrire une pièce. C'est compliqué de jouer sur scène sa propre pièce, ouais. Parce que, enfin, tout début, en tout cas, la création à Paris, j'avais beaucoup de mal à jouer. Dès que je les regardais, j'étais assez émerveillé par ce qu'il se passait. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a ma pièce qui se joue, il y a le public qui est là, il y a ces comédiens, comédiennes qui jouent ce texte. J'étais très surpris par tout ça. Et avec le temps, j'ai commencé à lâcher l'affaire et à jouer et à me concentrer sur le jeu. Justement, on va parler de ta pièce Un léger doute, que tu joues ici ce soir au Locle. Comment l'idée a-t-elle germé dans ta tête ? C'était pendant le Covid où les salles de théâtre étaient fermées et je me suis dit au fond, s'il n'y a personne pour nous regarder, nous comédiens, on n'existe plus. Donc j'ai imaginé une pièce où il n'y aurait pas de public
et je déroule ma réflexion à travers ce que ça peut engendrer, la perception des choses, d'exister au regard de l'autre, de ne plus exister s'il n'y a plus le regard. Et donc du coup je me suis posé plein de questions existentielles en disant et d'ailleurs est-ce que tout ça existe? Est-ce que le présent existe? Est-ce que cette table existe? Et voilà, donc du coup là aussi j'ai tiré un fil et puis j'ai développé toute une réflexion sur la mort, sur la vie, sur la vérité, sur le présent, voilà. Donc au niveau du processus créatif, ça a été quelque chose d'assez facile ou ça a été compliqué? Alors c'est assez complexe la mise en place parce que c'est une pièce dans la pièce, c'est-à-dire que moi j'arrive sur scène, pour moi j'ai déjà joué la pièce, donc j'arrive en tant que Stéphane de Gros. Et ma complice de scène, Constance Delay, qui joue ma femme dans la pièce, elle comprend pas pourquoi je veux arrêter de jouer. Et donc c'est assez complexe. Je suis repassé par beaucoup de versions avant d'avoir celle qui se joue là. Mais les premiers jets sont apparus assez facilement. Oui. Les premières phrases, les premiers rapports entre les uns et les autres, tout ça est venu assez vite. Et tu l'as écrite seule ou tu as un co-auteur avec toi? Alors j'ai commencé à l'écrire seul et puis j'ai mon co-auteur de toujours qui s'appelle Christophe Debac, qui faisait les chroniques de Canal avec moi, où je lui ai fait lire en lui demandant ce qu'il en pensait et puis il y a mis sa patte et tout de suite il y avait des trucs qui twistaient, qui étaient super. Et donc pour beaucoup de projets, j'aime lui soumettre mes textes parce qu'il a toujours des trucs, des idées formidables. Si tu devais justement pour un public qui n'aurait pas vu ta pièce et qui voudrait venir voir, leur dire qu'une seule phrase, une promesse, quelque chose, je pense qu'ils verront une pièce comme ils n'en ont jamais vue. Ça c'est sûr. Des proches disaient la seule certitude que j'ai c'est d'être dans le doute. Est-ce qu'il t'arrive encore toi de douter justement de tes créations? Je ne savais pas qu'il avait dit ça. Et dans mon bouquin, livre de mots, il y a une phrase qui ressemble à ça. Je suis convaincu de mes doutes, un peu moins de mes certitudes. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il est raisonnable de douter. C'est essentiel même, donc je doute tout le temps, oui. Tout le temps. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait devenir comédien? Non. Maintenant, il faut qu'il fasse du bitcoin, il faut qu'il fasse de... Non, mais quelqu'un qui voudrait être comédien, c'est déjà de se dire qu'il doit être patient, qu'il doit être absolument motivé et investi de cette envie, parce que ça va être son meilleur carburant. Et qu'il faut avoir envie de faire ça par-dessus tout. C'est ce qui va. Il y en a des embûches. Alors il y a certains, ils ont une voix royale, ça arrive, c'est très bien, c'est super. Pour d'autres, c'est plus long. Et puis ça marche, puis ça s'arrête, ou ça marche pas du tout. Donc c'est un long chemin. Donc il faut prendre de bonnes chaussures. On va parler maintenant de choses personnelles. Est-ce que tu as des hobbies? Oui, j'ai plein de hobbies. En fait, j'essaie de faire de ma vie un hobby. Donc tout n'est que hobby dans ma vie. Alors, si un peu comme à l'instar d'un dernier condamné, tu devais prendre qu'un dernier repas, ce serait quoi ton dernier repas de rêve? Mais déjà, le fait de choisir un dernier repas, ça me condamne. Ça te condamne. À devoir choisir un dernier repas. Donc, ou un repas que t'aimes bien, enfin, un plat que t'aimerais bien justement, que t'aimes bien. Je ne pourrais pas choisir un plat. Ah oui, peut-être l'américain. Enfin, ça s'appelle le tartare en France. C'est du haché de bœuf avec une sauce un peu particulière. Chez nous, en Belgique, on appelle ça de l'américain. C'est une tuerie. Et je pense que c'est ça que je prendrais. Ok. Et pour accompagner ça, justement, qu'est-ce que tu prendrais, justement? Là, on se trouve un peu dans un bar, dans du théâtre. Si on devait commander un verre, quelque chose, tu commanderais quoi au cerveau? Alors peut-être que je commencerais par une bière bien fraîche. Belge? Belge, ou je suis très ouvert sur les bières. Ou alors je viens de découvrir un gin. Je me suis mis au gin tonic, j'adore ça. Et j'ai goûté un gin belge l'autre jour, qui s'appelle Sir Chill. Et c'est un gin parfumé à la vanille et à la mandarine. C'est absolument une tuerie. Donc je prendrai ça. Puis après, je prendrai du blanc, un chardonnay. J'adore le bourgogne blanc. Et après ça, je prendrai une bouteille de Côte-Rôtie. Côte-Rôtie. Ou de Saint-Joseph. J'adore le Rhône.
Ou alors le nec le plus ultra, c'est une bouteille du domaine de la Romanée Conti. Ah oui. Ah oui. Et dernière question, quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose en interview? Quelle question j'aimerais qu'on me pose? En interview, justement, en entrevue. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah, qu'est-ce que tu veux boire alors? Non, Tu bois d'ailleurs, hein, ça t'arrive de boire un... Non, avant, non. Sur scène, Non, non. jamais. Après. Non. J'aime bien qu'on me pose des questions que... Déjà qu'on me pose pas trop souvent. Ouais. Ça me permet de sortir une réponse qui me demande une certaine réflexion. Ou alors d'avoir des questions qu'on m'a déjà posées, mais de la poser sur un certain ton. Il y a beaucoup de journalistes qui posent des questions et qui ne sont pas forcément concernés par la réponse. Enfin, qui ne sont pas intéressés par la réponse. Et on le sent. Donc, en fait, ça peut être n'importe quelle question à partir du moment où il y a une vraie réponse qui est attendue. De toute façon, l'important, c'est de poser les bonnes réponses. C'est ça. En tout cas, on vous souhaite un bon succès Merci. ce soir. Merci Et beaucoup. merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette entrevue. N'hésitez pas à nous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook et également sur Spotify. Consultez aussi notre site internet /culture.com. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle entrevue. C'était John Beck. Ciao.